Mon frère m'a désinvité de Noël, en disant « Ce gala n'est pas un endroit pour les ploucs ». J'ai répondu « C'est vrai, les élites financent leur propre luxe ». Puis j'ai annulé son adhésion au country club et le leasing de la Porsche de sa femme. Quand la dépanneuse est arrivée. Mon frère m'a désinvité de Noël, en disant « Ce gala n'est pas un endroit pour les ploucs ». J'ai répondu « C'est vrai, les élites financent leur propre luxe ». Puis j'ai annulé son adhésion au country club et le leasing de la Porsche de sa femme. Quand la dépanneuse est arrivée, le son de la notification sur mon téléphone a résonné comme un coup physique, principalement parce que ma tête battait déjà au rythme sourd et implacable d'un marteau-piqueur. J'étais allongé en position fétale sur le canapé de mon salon, entouré d'une petite forteresse pathétique de mouchoirs usagés, de tasses de thé vides et d'un flacon en plastique orange d'analgésique sur ordonnance. 3 jours auparavant, j'avais subi une appendicectomie d'urgence. Cela n'avait pas été l'intervention de routine et sans accroc que l'on voit dans les séries médicales. Il y avait eu des complications mineures, une brève frayeur avec une infection, et maintenant un temps de récupération qui semblait s'éterniser. J'avais 32 ans, mais à cet instant, grelottant sous une lourde couverture en laine, je me sentais incroyablement petit et fragile. Chaque fois que je prenais une inspiration un tout petit peu trop profonde, le côté droit de mon abdomen s'enflammait comme si quelqu'un avait laissé une allumette enflammée sous ma peau. Les points de suture tiraient et brûlaient, manquant à ce canapé. J'étais faible. J'étais pâle. Et j'étais entièrement seul dans une maison qui me paraissait soudainement bien trop grande pour une seule personne. Pour le monde extérieur, ou du moins pour les rares personnes qui prêtaient réellement attention à ma vie quotidienne, mon existence paraissait probablement incroyablement ennuyeuse. Je passais mes journées en pantalon de survêtement gris délavé et en sweatshirts universitaires trop grands et tachés. Je conduisais une Honda fiable de 7 ans que j'étais fier d'entretenir. Je faisais mes courses le mardi matin pour éviter la foule, et je sortais rarement pour des dîners chics. Mais l'ironie de ma vie tranquille, apparemment stagnante, était ce que je faisais réellement pour vivre. J'étais une prête-plume. Et pas n'importe laquelle. J'étais le moteur silencieux et invisible derrière certains des égos les plus grands et les plus arrogants des côtes et ouest. Quand un gourou de la tech de la Silicon Valley voulait publier ses mémoires sur sa soi-disant mentalité de succès, il ne les écrivait pas. Il m'engageait. Quand un capital risqueur voulait vendre un livre sur la disruption du marché et le réveil à 4 heures du matin pour conquérir le monde, c'est moi qui m'asseyais et assemblais ces mots à la mode en un récit cohérent et inspirant. Ils me payaient des fortunes pour leur construire de faux piédestaux sur lesquels se tenir. Mes tarifs étaient astronomiques. Je pouvais facilement gagner 50 000 € pour une seule révision structurelle et réécriture. Ma liste d'attente était de 8 mois. Mais mon nom n'était jamais sur la couverture et mon visage n'était jamais dans les articles de Forbes. Je transformais la paille en or pour l'élite tout en menant une vie agressivement normale. Je prenais ces chèques massifs, je maximisais mes comptes de retraite, j'investissais massivement dans des fonds indiciels et je remboursais intégralement ma modeste maison. Je n'avais pas besoin de la validation d'une veste en velours ou d'une voiture de luxe. J'avais la paix financière, et pour moi, c'était le luxe ultime. Mais ma famille, ils voyaient les choses très, très différemment. Pour comprendre l'audace absolue de ce qui allait se passer, il faut comprendre mon frère, Grégory. Grégory a 36 ans, 4 ans de plus que moi, et toute sa vie, il a été le golden boy incontesté de notre famille. En grandissant, il était le quarterback du lycée, le roi du bal de promo, le gamin charismatique avec un sourire éclatant qui pouvait charmer un professeur strict pour qu'il change une mauvaise note simplement en usant de son charme. J'étais la rat de bibliothèque tranquille en arrière-plan, parfaitement contente de rester à la bibliothèque pendant qu'il se prélassait sous les projecteurs. Nos parents l'adoraient. Ils vénéraient pratiquement le sol sur lequel il marchait. Et franchement, moi aussi. Il avait cette attraction magnétique et cette gravité naturelle qui vous donnait envie d'être dans son orbite. Mais cette dynamique a violemment changé il y a 5 ans. Nous avons perdu notre mère et notre père dans un accident de voiture soudain. Ce fut la période la plus sombre de ma vie. Lorsque la poussière est retombée et que la succession a été finalisée, l'héritage a été partagé exactement à 50-50e. Nous avons chacun reçu un peu plus de 300 000 €. C'était une somme d'argent qui changeait une vie. J'ai pris ma part, acheté ma maison tranquille en banlieue, et investi le reste dans le développement de mon entreprise d'écriture. J'ai travaillé 80 heures par semaine jusqu'à ce que mes yeux saignent, bâtissant ma réputation dans l'industrie de l'édition. Grégory, de son côté,
a vu cet argent comme son billet pour la cour des grands. Il avait toujours été obsédé par l'idée d'être un magnate, un flambeur. Il a dilapidé tout son héritage en 18 mois. D'abord, il a investi massivement dans une marque de style de vie de luxe qui vendait des montres Tapa accent grave l'œil hors de prix qui ressemblaient à de l'or faux. Ce fut un échec cuisant. Ensuite, il a essayé de lancer un incubateur technologique en ville sans rien connaître au codage ou au développement de logiciels. Cela a implosé aussi. Il a acheté une immense maison tentaculaire qu'il ne pouvait pas réellement se permettre car il croyait fermement que la perception est la réalité. Il a épousé Cassandra, une femme dont toute la personnalité tournait autour des country clubs et des marques de créateurs, et ensemble ils ont joué à la dinette. Il s'accrochait désespérément au titre de PDG, même lorsque ses comptes en banque étaient à sec. Il avait besoin d'être perçu comme un gagnant d'élite, et il ferait absolument n'importe quoi pour que ce masque ne tombe pas. J'ai attrapé mon téléphone sur la table basse, ma main tremblant légèrement, non pas d'émotion, pas encore, mais de l'épuisement physique pur et simple de bouger mon bras. J'ai vu le nom sur l'écran. Grégory. Une petite vague de soulagement pathétique a envahi ma poitrine. Enfin, mon grand frère prenait de mes nouvelles. Je lui avais envoyé un texto, à lui et à Cassandra, avant mon opération d'urgence et de nouveau quand j'étais sorti de l'hôpital. J'avais reçu un emoji pouce levé générique de Cassandra et un silence radio absolu de Grégory. Mais maintenant, il appelait. Il se souciait de moi. Il prenait une pause dans sa vie bien remplie pour prendre des nouvelles de sa petite sœur. J'ai glissé pour répondre et porter le téléphone à mon oreille. « Salut » ai-je croassé, ma voix sonnant comme du gravier combrois. Je suis de retour à la maison. Ça a été quelques jours vraiment difficiles, mais le docteur dit. Madeleine, écoute. Je n'ai pas beaucoup de temps. La voix de Grégory a percé la ligne. Elle était nette, énergique, et complètement dénuée de la moindre once d'inquiétude. On aurait dit qu'il marchait d'un pas rapide. À travers le haut-parleur, je pouvais entendre le bruit de fond chaotique d'une maison animée, le cliquetis de la verrerie chère, le faible bourdonnement de voix inconnues, quelqu'un criant des ordres concernant des arrangements floraux. Cassandra et moi finalisons la liste des invités pour le gala de la veille de Noël, a-t-il continué d'un ton sec. Nous avons les meilleurs traiteurs de la ville dans la cuisine en ce moment pour une dégustation finale. J'ai cligné des yeux. Les analgésiques ralentissant mon cerveau pour traiter ce changement de ton massif. Oh, d'accord. Eh bien, je ne suis pas sûr de ce que je peux apporter cette année puisque je ne peux pas vraiment me tenir debout pour cuisiner encore. Mais j'ai déjà commandé ces 20 millésimés que Cassandra aime pour l'échange de cadeaux. Il y a eu une pause, un silence lourd et pesant qui semblait plus aigu que l'incision fraîche sur mon ventre. Ouais, à ce sujet, dit Grégory, et je pouvais littéralement entendre la grimace dans sa voix. C'était la fausse sympathie condescendante qu'il utilisait quand il était sur le point de faire quelque chose d'incroyablement égoïste. Nous apportons quelques changements majeurs à la liste des invités cette année. Ça va être une ambiance très différente, très haut de gamme. Ça a l'air intense, ai-je chuchoté, bougeant mes jambes et grimaçant à la douleur vive dans mon flanc. Mais je peux juste m'asseoir tranquillement dans le coin près de la cheminée. Je ne serai pas dans le chemin. J'ai vraiment juste besoin d'être avec la famille en ce moment, Greg. Être seul dans cette maison pendant ma convalescence a été. Ça a été vraiment dur. Grégory a poussé un soupir sec. Un son impatient qui signalait que j'étais un fardeau. Madeleine, écoute. Tu n'écoutes pas. Ce n'est pas un repas de famille convivial. C'est un événement de réseautage déguisé en Noël. L'apparence est tout ce soir. Et franchement, vu ton état dernièrement, tu ne corresponds pas à l'esthétique que nous visons. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Excuse-moi. Tu sais exactement ce que je veux dire, a-t-il continué, sa voix prenant ce ton de sermon, supérieur, que je détestais absolument. Tu travailles de la maison. Tu vis en survêtement. Tu conduis une Honda déglinguée. Tu es à l'aise. Mais les gens qui viennent ce soir, ce sont des requins. Ce sont des élites. Cassandra est au bord de la crise de nerfs en essayant de faire une impression parfaite sur la vice-présidente du marketing de sa firme. Et j'ai 2 investisseurs potentiels majeurs qui arrivent en avion. Avoir ma sœur là, ressemblant à un fantôme malade et pâle qui ne s'est pas brossé les cheveux depuis une semaine. Ce n'est tout simplement pas l'image que nous projetons. La pièce a semblé basculer.
La douleur physique dans mon estomac a été soudainement éclipsée par une douleur froide et creuse qui se propageait dans ma poitrine. « Tu me désinvites ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. « De notre Noël en famille parce que je viens de me faire opérer et que je ne porte pas de marque de créateur ? Je te désinvite parce que tu plombes l'ambiance, a-t-il lâché, perdant entièrement son vernis poli. Nous essayons de passer au niveau supérieur. Madeleine, tu stagnes. Ce gala n'est pas un endroit pour les ploucs. Nous avons besoin d'élite. Reste à la maison, repose-toi, prends tes pilules. Nous demanderons au traiteur de mettre des restes dans une boîte et de les envoyer demain. Je dois y aller. La communication a été coupée. Pendant la première heure après la fin de l'appel, je suis resté allongé là, dans la maison silencieuse, et j'ai pleuré. J'ai pleuré le grand frère que je pensais avoir. J'ai pleuré l'illusion d'une unité familiale à laquelle je m'étais désespérément accroché depuis le décès de nos parents. J'ai laissé le silence total du salon m'envelopper, sentant l'isolement s'installer profondément dans mes os. Mais alors que les puissants analgésiques faisaient effet et que le choc aveuglant initial du rejet commençait à s'estomper, une émotion complètement différente a commencé à prendre racine au creux de mon estomac. Ça a commencé comme une chaleur basse et frémissante qui n'avait absolument rien à voir avec une fièvre post-opératoire. C'était de la colère, pure, sans mélange. Je me suis redressé en position assise, grimaçant alors que les points de suture tiraient, et j'ai repris mon téléphone. Je devais voir exactement de quel genre d'esthétique d'élite j'étais exclu. J'ai ouvert Instagram et je suis allé directement sur la page de Cassandra. Bien sûr, c'était là. Elle avait publié une nouvelle story il y a à peine 15 minutes. J'ai tapé sur le cercle lumineux. L'écran s'est rempli d'une vidéo panoramique méticuleusement montée de leur immense salon. L'espace était complètement transformé. Il était décoré de blanc et d'or aveuglant. Un imposant sapin de Noël de près de 4 mètres touchait le plafond voûté, dégoulinant d'ornements en cristal. En arrière-plan, un quatuor à cordes s'échauffait. Les traiteurs, vêtus d'uniformes noirs impeccables, transportaient des plateaux de flûtes de champagne et de délicats hors-d'œuvre. Cassandra a tourné la caméra vers elle, tenant un verre de bulle, vêtue d'une superbe robe de cocktail vert émeraude. Elle a souri d'un sourire impeccable et étudié. En bas de l'écran, en police cursive élégante, se trouvait la légende « Préparation pour la plus grande soirée de l'année. Invités exclusifs uniquement. » Et une citation « Pas de négativité. » J'ai regardé la vidéo de 15 secondes tournée en boucle 3 fois. Pas de négativité. C'était son code poli et passif-agressif pour dire pas de Madeleine. J'ai zoomé sur la vidéo, la mettant en pause pour examiner les détails. J'ai vu le nouveau canapé sectionnel en cuir moelleux dans le coin. J'ai vu la grande baille vitrée donnant sur la pelouse manucurée et couverte de neige. J'ai vu mon neveu maçon passer en courant devant la caméra, vêtu de son blazer sur mesure de son académie privée incroyablement chère. Et puis j'ai baissé les yeux sur ma propre tenue, le pantalon de survêtement gris délavé trop grand, le sweat à capuche avec une tache de café près de la poche. Pour le monde extérieur, pour les nouveaux amis superficiels de Grégory et Cassandra, je ressemblais probablement à une femme qui avait abandonné la vie. Je ressemblais à une plouc. Mais en regardant cette story Instagram brillante, la colère s'est cristallisée en quelque chose de vif et de froid. Il projetait le succès. Il projetait une immense richesse. Mais je connaissais la vérité, car chaque élément de cette esthétique, chaque brique de cette façade impeccable, était construit sur mon dos. Pour comprendre pourquoi le fait que Grégory me traite de plouc n'était pas seulement insultant mais à la limite du délirant, il faut remonter 3 ans en arrière. C'était un mardi soir de fin novembre. La pluie tombait à verse, s'abattant contre les fenêtres de ma maison. J'étais à mon îlot de cuisine, plongé dans l'écriture du chapitre 4 des mémoires d'un PDG de la tech quand la sonnette a retenti frénétiquement. J'ai ouvert pour trouver Grégory sur mon porche, absolument trempé jusqu'aux os, grelottant et paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Ses yeux étaient cerclés de rouge et affolés. Je l'ai fait entrer, je lui ai donné une serviette et je lui ai versé un verre de scotch. Il s'est assis à ce même îlot de cuisine et s'est complètement effondré. Le Golden Boy s'est brisé. Il m'a tout raconté. Son incubateur technologique avait fait faillite. Les cartes de crédit, toutes les 6, étaient complètement au maximum. L'hypothèque de la maison massive était en retard de 3 mois, et la banque menaçait de saisie. Pire que tout, Cassandra,
qui avait grandi dans une aisance confortable et n'avait absolument aucune intention de vivre autrement, avait fait une valise. Elle menaçait de prendre Mason, qui avait 7 ans à l'époque, et Anna, qui en avait 5, et de retourner dans le vaste domaine de ses parents dans le Connecticut si Gregory ne pouvait pas maintenir leur style de vie. Je ne peux pas les perdre, m'a dit, avait-il sangloté, serrant son verre si fort que je pensais qu'il pourrait se briser. J'ai juste besoin de temps. J'ai un nouveau projet en vue, une nouvelle entreprise. Ça va être énorme. Je le jure devant Dieu. J'ai juste besoin d'une piste de décollage pour le lancer. S'il te plaît, tu es la seule famille qu'il me reste. Tu es la seule en qui je peux avoir confiance. Cela m'a brisé le cœur. Voir mon grand frère fort pleurer à mon comptoir m'a anéanti. Mais plus que cela, je ne pouvais pas supporter l'idée que ma nièce et mon neveu perdent leur maison, que toute leur vie soit bouleversée à cause des terribles choix financiers de leurs parents. J'aimais ces enfants plus que tout au monde. Alors, j'ai passé un accord avec lui, un accord profondément imparfait et entièrement secret. J'ai accepté de couvrir les factures essentielles massives pour maintenir leur vie stable. Mais je n'étais pas stupide. Je savais que si je transférais l'argent sur le compte bancaire de Gregory, il disparaîtrait instantanément dans ses dépenses professionnelles ou serait saisi par ses créanciers. Je lui ai dit que je paierais les fournisseurs directement. J'ai mis en place des prélèvements automatiques depuis mes propres comptes pour couvrir les frais de scolarité de l'école privée afin que Mason et Anna ne soient pas retirés de leur classe en milieu d'année. J'ai pris en charge le paiement mensuel du leasing du VUS de luxe de Cassandra pour qu'elle ne perde pas la tête à l'idée de conduire une voiture d'occasion. J'ai même mis en place un virement récurrent de 500 € explicitement libellé pour les courses familiales, sachant très bien qu'ils l'utilisaient pour payer leurs cotisations mensuelles au country club local juste pour maintenir les apparences. En échange, Gregory m'a regardé dans les yeux et a juré qu'il trouverait un vrai travail stable, redresserait ses finances et me rembourserait chaque centime. Il n'a jamais trouvé de vrai travail. Il a juste continué à être consultant. Il ne m'a jamais remboursé. Et pire, au cours de la dernière année, leur gratitude s'était entièrement transformée en sentiment de dû. Ils ont arrêté de dire merci. Ils ont arrêté de m'inviter, sauf s'ils avaient besoin de babysitting gratuit, et Gregory a commencé à faire de petites remarques désobligeantes sur ma carrière d'écrivain, me demandant quand j'allais trouver un vrai travail dans le monde de l'entreprise. Je suis revenu au présent, le souvenir de cette nuit pluvieuse ayant un goût de cendre dans ma bouche. Plouc, ai-je murmuré au salon vide. J'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone. J'ai contourné mon compte courant bien garni, fait défiler mon épargne à haut rendement robuste et ignoré les chiffres en constante augmentation de mon portefeuille d'investissement. Des chiffres que Gregory, malgré toutes ses postures de faux PDG, ne pouvait même pas concevoir. J'ai appuyé sur l'onglet intitulé « Virement programmé ». Ils étaient là, les bouées de sauvetage, les fils invisibles qui soutenaient le spectacle de marionnettes. Virement mensuel récurrent, 3200 €. Référence, frais de scolarité Mason et Anna. Virement mensuel récurrent, 850 €. Référence, leasing Porsche. Virement mensuel récurrent, 500 €. Référence, cotisation Country Club. J'ai fixé l'écran. Pendant 3 longues années, j'avais soutenu silencieusement toute leur existence. J'avais sacrifié mon propre temps, écrivant du jargon d'entreprise insignifiant jusque tard dans la nuit juste pour que Cassandra puisse siroter du champagne et que Gregory puisse prétendre être un titan de l'industrie. Je l'ai fait parce que je pensais que je protégeais les enfants. Mais en touchant mon ventre bandé, sentant la piqûre aiguë des points de suture, une dure vérité m'a finalement frappé. Je ne protégeais pas Mason et Anna. Je permettais une illusion. Gregory utilisait mon argent durement gagné pour prétendre qu'il faisait partie de l'élite tout en crachant simultanément sur la personne même qui le fournissait. Il apprenait à ses enfants que leur tante était une perdante parce qu'elle ne portait pas de marque de créateur. Il leur apprenait que l'amour est entièrement transactionnel et que l'apparence superficielle est la seule chose qui compte. Si je continuais à payer, j'étais complice de la ruine de leur caractère. Un sourire froid et sans humour a effleuré mes lèvres. C'était le sourire d'un expert en démolition se tenant devant un bâtiment condamné, le doigt sur le détonateur. Gregory voulait un Noël pour les élites. Il voulait éliminer les ploucs pour que son esthétique soit parfaite. Très bien. Je lui donnerai exactement ce qu'il demandait. J'ai pris une profonde inspiration, ignorant la pointe de douleur dans mon flanc.
J'ai appuyé sur le virement de 3 200 € pour les frais de scolarité. Une invite est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement récurrent? Cette action ne peut pas être annulée. J'ai appuyé sur oui. L'écran s'est rafraîchi. Virement annulé. Le prochain paiement était dû dans exactement 3 jours. J'ai continué la liste. Le leasing de 850 € sur la Porsche. Annulé. Les frais de 500 € du Country Club. Annulé. J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai posé sur la table basse. Le silence de la maison semblait entièrement différent maintenant. Il n'était plus solitaire. Il était puissant. Il était électrique. En 3 simples pressions du doigt, je venais de retirer 4 550 € de revenus mensuels de la vie de mon frère. La banque de la Plouc était officiellement fermée. Merci d'avoir regardé la première partie de l'histoire. Si vous l'avez apprécié, veuillez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. L'adrénaline de l'annulation de ces paiements a agi comme un anesthésique temporaire, atténuant les vives douleurs dans mon abdomen alors que je me traînais vers mon ordinateur portable. Mon chagrin était toujours là, une pierre lourde dans ma poitrine, mais il était rapidement dépassé par un besoin froid et chirurgical de clarté. Si j'allais être la méchante dans l'histoire polie et dorée de Grégory, j'allais être une méchante bien informée. J'étais une prête-plume. Toute ma carrière était basée sur le fait de fouiller dans les vérités désordonnées et non polies de la vie des autres pour trouver le récit qui avait réellement un sens. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Je l'ai intitulée simplement « Le coût d'une esthétique d'élite ». J'ai passé les 4 heures suivantes à parcourir 3 ans de relevés bancaires, de factures de cartes de crédit et de reçus numériques. J'ai vu chaque virement, chaque prêt d'urgence pour une opportunité commerciale qui ne s'est jamais matérialisée. Et chaque fois que j'avais discrètement couvert une facture de vétérinaire pour leur chien de race ou un dîner de réseautage parce que Grégory avait oublié son portefeuille. Le total était stupéfiant. Plus de 150 000 € en 36 mois. C'était une maison dans certaines régions du pays. C'était un fonds de retraite confortable. Au lieu de cela, c'était l'échafaudage invisible qui soutenait l'ego de mon frère. Mais ensuite, j'ai creusé plus profondément. Je me suis souvenu que Grégory avait mentionné une nouvelle entreprise appelée Prestige Global Holdings. Je me suis connecté au registre des entreprises de l'État. Le statut était indiqué en texte rouge, en situation irrégulière. Il n'avait même pas payé les frais de rapport annuel de base. Ensuite, j'ai vérifié les groupes de médias sociaux du quartier pour leur communauté fermée. Là, j'ai trouvé un message de Cassandra datant de 2 semaines. Elle essayait de se débarrasser discrètement de son leasing de Porsche à quiconque serait prêt à le reprendre. Elle avait prétendu qu'il passait à un véhicule plus grand pour leur famille grandissante, ce que je savais être un mensonge éhonté. C'est devenu clair en regardant les dates. Cassandra avait sauté les paiements du leasing pendant 2 mois, probablement en utilisant cet argent pour les acomptes du traiteur extravagant et du quatuor à cordes pour leur gala. Elle avait parié sur le fait que mon virement de 850 € à la mi-décembre couvrirait le solde dû avant que l'agent de recouvrement ne le remarque. Ils n'étaient pas seulement méchants avec moi. Ils se noyaient et ils utilisaient ma tête comme un tremplin pour garder leurs propres cheveux au sec. Je devais en savoir plus sur les invités qui étaient tellement plus importants que la famille. J'ai trouvé le profil LinkedIn de la vice-présidente du marketing qui obsédait Cassandra, Valérie. Je ne la connaissais pas personnellement, mais le monde littéraire est plus petit qu'on ne le pense. J'avais travaillé avec un agent l'année dernière sur les mémoires d'un cadre de la mode de haut vol, et je savais que cet agent et Valérie évoluaient dans les mêmes cercles. J'ai envoyé un message désinvolte. En 20 minutes, mon téléphone a vibré avec les potins. Valérie était tristement célèbre dans le monde de l'entreprise. C'était un requin qui valorisait le statut par-dessus tout, oui, mais elle avait aussi un nez mortel pour les imposteurs. Elle se nourrissait du pouvoir authentique, pas du genre d'énergie de cadre intermédiaire désespéré qui en fait trop, que Grégory dégageait. L'agent m'a dit que l'entreprise de Valérie cherchait en fait à embaucher un éditeur structurel pour la nouvelle branche éditoriale de leur marque, et qu'ils avaient essayé de me contacter il y a des mois par l'intermédiaire d'un tiers. J'avais été tellement submergé de travail que j'avais dû manquer la demande. L'ironie était délicieuse. Grégory essayait d'impressionner une femme qui cherchait activement la sœur Plouc qu'il venait de désinviter. Je me suis assise, la lumière bleue de l'ordinateur portable se reflétant dans mes yeux.
J'ai réalisé qu'en me désinvitant pour protéger leur image, ils cachaient en fait le seul atout de grande valeur qu'ils avaient dans leur orbite. Je n'étais plus seulement une sœur. J'étais la banque, l'éditrice et le rappel à la réalité qu'ils fuyaient depuis 3 ans. Le 10 décembre est arrivé avec le genre de silence qui précède habituellement une grosse tempête. J'étais dans ma cuisine, me préparant délicatement une tasse de tisane, quand mon téléphone a commencé à vibrer si violemment qu'il a failli glisser du comptoir. C'était Grégory. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a rappelé immédiatement. Puis un texto, appelle-moi tout de suite. J'ai attendu exactement 10 minutes. Je me suis assise, je me suis assuré que ma voix était stable, et j'ai composé son numéro. « Qu'est-ce que tu as fait » a hurlé Grégory dès qu'il a décroché. Il n'a même pas dit bonjour. Il avait l'air d'un homme dont les cheveux étaient en feu. L'école vient de m'appeler. Ils ont dit que le paiement des frais de scolarité pour le semestre de printemps a été rejeté. Ils ont dit que tu avais retiré ta carte du compte. Qu'est-ce qui se passe, Madeleine? La banque a fait une erreur? Règle ça maintenant. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon thé. La banque n'a pas fait d'erreur, Grégory. J'ai annulé le virement. Tu as quoi? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant, suivi d'un son de panique pur et sans mélange. Pourquoi ferais-tu ça? C'est 3200 €. Je n'ai pas ça sur mon compte courant en ce moment. Je suis en train de liquider des actifs pour le lancement de l'entreprise. Je l'ai fait parce que je suis une plouc, ai-je dit, ma voix aussi plate qu'un lac gelé. Tu te souviens, il y a 3 jours, tu m'as dit que ton gala n'était pas un endroit pour les ploucs. Eh bien, les ploucs ne paient pas les frais de scolarité des écoles privées pour l'élite. Les gagnants le font. Et puisque tu es un si grand gagnant maintenant, j'ai pensé que tu n'avais plus besoin de mon argent de plouc stagnant. Petite garce mesquine, a-t-il bafouillé, sa voix se brisant. Tu punis les enfants parce que j'ai blessé tes sentiments. Tu vas laisser Mason et Anna se faire renvoyer de l'école par rancune? Je ne punis personne, les jeux corrigés calmement. Je me mets simplement en retrait pour correspondre à l'esthétique que tu as demandé. Tu as dit que je ne cadrais pas. Eh bien, mon argent non plus. Tu ne peux pas me traiter comme une moins que rien en privé et ensuite m'utiliser comme un distributeur automatique en public. C'est fini, Grégory. Tu es en train de gâcher Noël, a-t-il crié. Cassandra va péter un plomb. As-tu la moindre idée du stress qu'elle subit en essayant de rendre cette fête parfaite? En fait, oui, ai-je dit. C'est pourquoi tu devrais probablement lui dire que j'ai aussi annulé le paiement du leasing de 850 € sur sa Porsche qui est dû le 15. Bonne chance avec l'esthétique, Grégory. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait faire sauter les points de suture dans mon flanc, mais pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme un paillasson. Je me sentais comme une personne. Les retombées ont été immédiates et laides. Pendant les 48 heures suivantes, mon téléphone a été une zone de guerre de textos de Grégory et Cassandra, allant de supplications pathétiques à des menaces ignobles. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée le 14 décembre. J'ai reçu une notification de ma compagnie de carte de crédit, alerte à la fraude. Une tentative de débit de 5000 € dans une boutique de luxe du centre-ville. Mon sang s'est glacé. C'était ma carte d'urgence, celle que j'avais donnée à Grégory il y a 2 ans quand sa voiture était tombée en panne au milieu d'une tempête de neige. J'avais complètement oublié qu'il avait encore le numéro enregistré dans son téléphone. Il était si désespéré de maintenir la façade du gala qu'il était prêt à commettre une fraude à la carte de crédit contre sa propre sœur. J'ai appelé la banque et j'ai immédiatement déclaré la carte comme volée. Puis j'ai appelé Diana, mon ancienne amie de l'université qui était maintenant une avocate pragmatique et directe. Je dois formaliser les prêts, lui ai-je dit, ma voix tremblant d'un mélange de rage et d'épuisement. J'ai la feuille de calcul. J'ai les textos où il promet de me rembourser. Je veux une lettre de mise en demeure formelle pour les 150 000 €. 150 000, a sifflé Diana au téléphone. Madeleine, c'est une somme d'argent énorme. Si nous envoyons ça, ce n'est plus juste une querelle de famille. C'est une bataille juridique. Es-tu sûr de vouloir faire ça maintenant? C'est presque Noël. J'en suis sûr, ai-je dit. Il voulait un Noël haut de gamme. Donnons-lui un coursier juridique haut de gamme. Je veux que cette lettre soit livrée l'après-midi du 24.
La veille de Noël est arrivée avec un froid gris et mordant qui semblait s'infiltrer à travers les vitres de ma voiture. J'étais garé à 3 maisons du manoir de mon frère, regardant la neige commencer à s'accumuler sur le capot de ma Honda. Je n'étais pas invité, et je n'avais aucune intention de rester, mais j'avais 2 cadeaux sur la banquette arrière, emballés dans du simple papier brun, un kit d'art professionnel haut de gamme pour Anna, et un kit de codage avancé spécialisé pour Mason. Je refusais que l'ego empoisonné de mon frère prive ses enfants d'une relation avec leur tante. La maison brillait comme un décor de cinéma. Chaque fenêtre était illuminée d'une chaude lumière dorée. Je pouvais voir les silhouettes des gens bouger à l'intérieur, tenant de délicats verres à vin et riant. Cela avait l'air parfait. Cela ressemblait au summum absolu du succès. J'ai vu les élégantes berlines noires et les Tesla se garer dans l'allée. J'ai vu Valérie arriver dans un superbe manteau émeraude. Et j'ai vu la Porsche de Cassandra. Elle était garée maladroitement à l'extrême limite de la propriété, à moitié cachée derrière des haies envahissantes. Je savais pourquoi. Elle était terrifiée par les scanners de l'agent de recouvrement et essayait de cacher la voiture jusqu'à la fin de la fête. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé les 2 cadeaux et je suis sorti dans le froid. Mes bottes crissaient bruyamment sur le trottoir gelé alors que je remontais la longue allée. Je voulais juste laisser les cadeaux sur le porche, envoyer un texto, et disparaître dans la nuit. J'ai atteint la porte d'entrée et j'ai levé la main pour frapper. Avant que mes doigts ne puissent toucher le bois, la porte s'est ouverte brusquement. C'était Grégory. Il portait une veste de smoking en velours qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, mais son visage s'est décomposé dès que ses yeux se sont posés sur moi. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-il sifflé, sortant sur le porche et refermant partiellement la porte derrière lui pour bloquer la vue des invités. « Je t'ai dit que ce n'était pas un endroit pour toi ce soir. Tu vas nous mettre dans l'embarras. »« Je dépose juste des cadeaux pour les enfants, Grégory, ai-je dit, ma voix stable malgré l'adrénaline. Je ne reste pas prends les justes. »« Qui est-ce, Grégory » a appelé une voix vive et autoritaire de l'intérieur. C'était Valérie. Grégory a paniqué. Il ne pouvait pas faire de scène sur son porche avec les invités importants qui regardaient. Il a forcé un sourire crispé et grimaçant et a ouvert la porte en grand. « C'est juste ma petite sœur, Madeleine. Elle est juste passée une seconde pour déposer quelque chose. » Il m'a attrapé le bras, sa prise était douloureusement serrée, et il m'a pratiquement tiré dans le hall d'entrée. « Souris et pas, m'a-t-il chuchoté férocement à l'oreille. « N'ose pas gâcher ça pour moi. » La chaleur de la maison m'a frappé instantanément, sentant le pain cher et la nourriture de traiteur. Le hall donnait directement sur le salon où 15 personnes discutaient. La conversation s'est arrêtée net alors que tous les yeux se sont tournés vers moi. J'étais là, dans mon manteau de laine raisonnable et mes bottes tachées de boue, ressemblant exactement à une plouque au milieu de leur rêve doré. Cassandra est apparue de la cuisine, ses yeux s'écarquillant d'horreur pure en regardant mes bottes sur son tapis blanc. « Nous ne t'attendions pas, a-t-elle balbutié. Je partais justement, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Mais Valérie s'est avancée. Elle était d'une élégance intimidante, tenant un verre de champagne. Elle a plissé les yeux vers moi une seconde, puis son visage s'est illuminé d'une reconnaissance sincère. « Attendez une minute. Vous êtes Madeleine, n'est-ce pas? L'éditrice structurelle, la prête-plume pour les mémoires Horizon. » Grégory a ri nerveusement, son visage perdant toute couleur. « Non, non, vous devez vous tromper. Ma sœur, elle écrit juste de petits blogs, des histoires pour enfants. Elle a un peu de mal en ce moment, vous savez. Nous essayons de l'aider. » Valérie l'a ignoré complètement, ses yeux rivés sur moi. « Non, je ne me trompe pas. Mon patron essaie de vous embaucher depuis 6 mois. Vous coûtez une fortune. Il a dit que vous étiez la meilleure éditrice structurelle de la côte est. » Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai souri d'un petit sourire sincère. 8 mois maintenant, Valérie. Ravi de vous rencontrer. La bouche de Grégory pendait. Le récit qu'il avait passé des années à construire se désintégrait devant ses investisseurs. Je pense que nous devrions arrêter de faire semblant, Grégory, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la pièce silencieuse. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti l'épaisse enveloppe que Diana avait préparée. Et je ne suis pas une plouque. Les plouques ne financent pas tout ton style de vie pendant 3 ans pendant que tu prétends être un magnate.
J'ai marché jusqu'à la table d'appoint en marbre juste à côté de l'endroit où se tenaient les investisseurs et j'ai posé l'enveloppe avec un bruit sourd. Ceci est une mise en demeure formelle pour le remboursement des 150 000 € que je vous ai prêtés depuis 2021, ai-je dit à la salle, y compris les frais de scolarité des enfants que vous avez dit à tout le monde avoir payé avec vos bonus. Tu mens, a crié Grégory, se jetant vers moi. Un des investisseurs, un grand homme en costume gris, s'est interposé, lui bloquant le passage. Laissez-la finir, a dit l'homme froidement. J'ai annulé les paiements parce que tu m'as dit que je ne correspondais pas à ton esthétique, ai-je continué. Et tu avais raison. Je ne corresponds pas. Moi, je paie mes factures. Soudain, la pièce a été baignée d'une lumière orange et jaune pulsante et rythmée. Elle venait de l'immense bail vitré. Tout le monde s'est retourné. Dehors, une dépanneuse poids lourd avait reculé dans l'allée. Les gyrophares clignotants se reflétaient sur la neige et les ornements en cristal de l'arbre, jetant une lueur chaotique et nauséabonde sur la fête parfaite. Le chauffeur a sauté à terre, tenant un presse-papier. Il s'est approché de la porte d'entrée et a frappé bruyamment sur la vitre. « Je cherche une Cassandra », a-t-il crié à travers la porte. « J'ai un ordre de saisie pour une Porsche 2021. Vous voulez me donner les clés ou je l'accroche directement ?» Le silence qui a suivi était absolu. Cassandra a laissé tomber le plateau d'hors-d'œuvre qu'elle tenait. Le bruit de la céramique brisée et les éclaboussures de cocktails de crevettes ont été les seuls bruits dans la maison. Valérie a regardé la dépanneuse, puis la lettre de mise en demeure sur la table, et enfin Grégory. Son expression n'était pas de la colère. C'était de la pitié. « Je pense que nous devrions y aller », a-t-elle dit doucement aux investisseurs. Grégory s'est précipité après eux, attrapant le bras de l'investisseur. « Non, attendez. C'est un malentendu. Une erreur bancaire. Ma sœur a manigancé ça pour me saboter. » L'investisseur a secoué la main de Grégory de son costume comme si elle était couverte de quelque chose de sale. La seule erreur ici, Grégory, a été de supposer que nous ne ferions pas nos vérifications. Nous savions déjà que votre SARL était suspendu. Nous attendions juste de voir si vous seriez honnête à ce sujet. Clairement, l'honnêteté n'est pas votre point fort. Ils sont sortis, enjambant le cocktail de crevettes renversées et passant devant un Grégory stupéfait. Je ne suis pas resté pour voir la Porsche se faire remorquer. Je ne suis pas resté pour entendre la dispute hurlante que je savais imminente entre Grégory et Cassandra. Je suis sorti vers ma Honda, je me suis assise sur le siège du conducteur, et j'ai simplement respiré. Pour la première fois en 3 ans, le poids sur ma poitrine avait disparu. Les secrets, le stress financier et le besoin constant de les protéger de leurs propres mauvais choix s'étaient évaporés. Dans les semaines qui ont suivi, le château de cartes s'est complètement effondré. Sans mon financement et sans investisseurs, Grégory ne pouvait pas maintenir l'hypothèque de ce manoir. Ils ont dû mettre la maison sur le marché en janvier. Elle s'est vendue rapidement, mais après avoir remboursé la banque et les privilèges légaux que Diana avait déposés, ils sont repartis avec presque rien. Prestige Global Holdings est mort d'une mort silencieuse et sans cérémonie. Cassandra est retournée vivre chez ses parents dans le Connecticut, emmenant Mason et Anna avec elle pendant plusieurs mois. Grégory a emménagé dans un petit appartement exigu de 2 chambres près du centre-ville. Il a finalement trouvé un travail, un vrai travail. Il n'était plus PDG. Il était un responsable de compte de niveau intermédiaire vendant des systèmes de CVC industriels. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas élitiste, mais c'était un travail honnête. Je ne leur ai parlé à aucun des deux pendant 3 mois. J'avais besoin de cette distance pour guérir de la prise de conscience que mon frère m'avait considéré comme une ressource plutôt que comme une sœur. Mais en avril, j'ai reçu un texto de Mason. « Peux-tu venir à mon match de foot ? Papa dit qu'il ne peut pas venir. » J'y suis allé. Je me suis assise sur les gradins en regardant mon neveu courir sur un terrain d'école publique boueux. Il ne portait plus le blazer impeccable de l'école privée. Il était dans un maillot miteux avec de la terre sur les genoux, mais il avait l'air plus heureux. Il avait l'air plus léger. Quand le match s'est terminé, il a couru vers moi et m'a fait un câlin boueux. Anna était là aussi, assise dans l'herbe avec le kit d'art professionnel que je lui avais donné, dessinant un paysage étonnamment bon du parc. Tati Madeleine. « Papa dit que tu es riche », a dit Mason avec la curiosité innocente d'un enfant de 10 ans. « C'est vrai ?» J'ai ri et je lui ai serré l'épaule. « Je suis à l'aise, Mason.
Parce que je travaille dur et que je n'achète pas de choses dont je n'ai pas besoin. Il dit qu'il est désolé, a ajouté Anna, sans lever les yeux de son dessin. Il dit qu'il a été stupide. J'ai levé les yeux et j'ai vu Grégory debout près de la clôture du parking. Il portait un simple coupe-vent et un pantalon kaki. Il avait pris un peu de poids et ses cheveux s'éclaircissaient. Il n'était plus le Golden Boy. C'était juste un type. Il m'a vu le regarder et a levé la main dans un salut hésitant et incertain. Il n'est pas venu vers moi. Il a gardé ses distances, respectant la limite que j'avais fixée. Je n'ai pas salué en retour, mais j'ai hoché la tête. C'était une reconnaissance du fait qu'il vivait enfin dans la réalité. Alors que je ramenais Mason et Anna vers ma voiture, ma Honda fiable et entièrement payée, j'ai réalisé que Grégory avait eu raison sur une chose. Ce gala de Noël n'était pas un endroit pour les ploucs. Mais en me tenant là, tenant la main de ma nièce et sachant que ma conscience était tranquille, je savais exactement qui était le gagnant. Je n'étais pas celle qui avait besoin d'un public pour se sentir précieuse. Je n'étais pas celle qui avait besoin d'une veste en velours pour se sentir importante. J'étais Madeline. J'étais la réparatrice. Et pour la première fois de ma vie, j'avais enfin réparé ma propre vie d'abord. Alors, Reddit, alors que je regardais mon frère se tenir seul dans la boue, dépouillé de tout son faux luxe, une partie de moi se demandait si l'exposé devant ses investisseurs n'était pas allé un peu trop loin. Ai-je franchi une ligne en déposant cette lettre de mise en demeure la veille de Noël? Ou a-t-il attiré chaque once de cette ruine sur lui-même? Suis-je la méchante ici?